narratif, c'est pas un hasard. Je l'ai créé il y a 12 ans pour raconter des histoires, parce que je pense que c'est vraiment un moyen de transmission universel. On en racontait sous l'arbre à palabres et on en raconte aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on peut utiliser. Mais je pense que c'est le cœur du sujet pour transmettre de la connaissance. C'est comment raconter des histoires. J'ai beaucoup produit un narratif, des choses avec des images. Mais souvent, quand je me retrouvais à titre personnel dans des lieux culturels, que ce soit des musées ou des lieux de patrimoine, je me disais, mais en fait, l'image, elle est devant nous, donc il ne faut surtout pas mettre un téléphone ou une tablette entre ce qu'il y a devant nous et nous, car immanquablement, même quand on a plus de 50 ans comme moi, on regarde le téléphone et pas ce qu'il y a devant nous. Et cela m'a conduit à créer un nouveau format, complètement un son naturel. On peut faire du son de devant, de derrière. Enfin, vous mettez le casque. On a créé donc ce qu'on a appelé les parcours sonores immersifs qu'on a développés en prototype à l'abbaye aux Dames en Charente. C'est toujours le parcours d'interprétation de cette abbaye, où en fait, ce que je dis souvent aux lieux de patrimoine et aux musées, c'est que tous ces lieux incroyables qu'on a en France et ailleurs sont l'objet de films, de romans, voilà. Et donc, pourquoi ne pas rendre la visite un moment vraiment d'histoire partagée, d'histoire vécue par le visiteur. Et c'est ce que permet le son binaural. Là, on voit sur l'image une tête Sennheiser, qui est une tête micro avec laquelle on enregistre ce son binaural, donc qui va enregistrer comme on écoute avec nos deux oreilles, ce qui fait que quand on écoute les parcours, on a l'impression que le son est réellement autour de nous. On ne sait plus ce qui est enregistré et ce qui est réel. Je vais vous parler de Vaux-le-Vicomte. En fait, ils avaient entendu parler de ce qu'on faisait. Et le château de Vaux-le-Vicomte, donc, qui est le plus grand château privé de France, c'est un endroit merveilleux, allez-y, parce que on ne regrette jamais une visite à Vaux-le-Vicomte. C'est un château où il s'est passé une histoire incroyable dans le grand siècle, juste au moment de la prise de pouvoir de Louis XIV, et qui, quelque part, est un décor de cinéma parfait. Et c'est ce qu'on en a fait pour cette visite en parcours sonore immersif. Alors, il y a à la fois un parcours sonore pour les enfants et un autre pour les adultes. On va faire vivre, on va télétransporter les visiteurs grâce à notre casque et à nos scénarios originaux, les comédiens qui jouent dans cette création, et la musique et le bruitage, etc. Le château, qui est un lieu de patrimoine un peu pétrifié aujourd'hui, va devenir un lieu de patrimoine complètement vivant. Les deux auteurs qui ont travaillé sur les deux parcours, l'un Xavier Morel pour le parcours adulte et Timothée de Fombelle pour le parcours enfant, ont écrit des scénarios qui racontent l'histoire pièce par pièce, et qui fait que quand vous déambulez comme ce jeune homme dans les pièces, sans que vous n'ayez absolument rien à faire, les sons se déclenchent et autour de vous, vous avez soit Louis XIV dans sa chambre, soit Fouquet et sa femme qui sont en train de préparer leur grande fête, soit la grande fête elle-même dans le grand salon. Et tout ça vous raconte une histoire qui transmet à la fois de la connaissance, mais aussi, comme au cinéma ou dans une série télévisée, qui vous transmet de l'émotion, du vécu, en fait. Vous vivez l'histoire. Il y a cette scène qu'on a réalisée dans le grand salon, qui a été un lieu d'une fête incroyable. L'histoire dit un peu avec un petit raccourci que ça a valu la tête de Fouquet, mais il y a eu une fête phénoménale en août 1661, et il y a eu un feu d'artifice. Dans le casque, on entend le feu d'artifice. Et même s'il est midi, qu'il est grand jour, etc., je sais exactement, quand les gens entendent le feu d'artifice, qu'ils s'approchent des fenêtres comme s'ils allaient voir le feu d'artifice. Et quand je vois ça, je suis toujours ravie, parce que je me dis, bah, c'est bon, ils sont ailleurs, ils sont au XVIIe siècle avec Louis XIV, Fouquet, Le Nôtre, tous les grands qui ont fait le château, La Fontaine, Molière. Enfin, on avait toutes les stars du XVIIe siècle à mettre en scène. Cette jeune femme à l'image, c'est une Singapourienne qu'on a interviewée à l'issue de sa visite, qui ne connaît rien à l'histoire de France, qui ne connaissait pas le château de Vaux-le-Vicomte. Et en fait, elle était complètement bluffée par cette visite, comme beaucoup d'autres visiteurs, parce qu'elle dit, en fait, j'ai vécu quelque chose qui appartient à la France, enfin, un moment de l'histoire de France, grâce notamment à la fois toutes les scènes qui sont là, mais aussi l'ambiance 17e, etc.
qui est génial avec ce format, c'est que c'est un format qui s'adapte à un lieu grandiloquent comme Vaux-le-Vicomte, mais on a fait aussi des choses dans des lieux uniques. On a travaillé par exemple pour le théâtre de Mogador, où on a fait une pièce pour théâtre vide. Vous vous asseyez au deuxième balcon avec un casque, et tout d'un coup, le théâtre de Mogador est rempli de gens, et il va se passer une sorte un polar incroyable, où le son, comme disait Anne-Hermine, est très évocateur parce que ça suscite des images mentales. Contrairement à l'image vidéo ou l'image fixe qui enferme dans un univers, le son va, comme quand vous lisez un livre, va nous raconter une histoire et chacun va s'imaginer la confrontation de Louis XIV et Fouquet à Vaux-le-Vicomte, Aliénor d'Aquitaine à l'abbaye aux Dames à Saintes, le Mérimée à l'abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe. Enfin, on est avec les personnages et on les imagine comme quand on lit un livre, on se fait son film en fait. Tout ça dans un décor qui est totalement réel et existant. Donc ça rend le patrimoine vivant, incarné. Et ce que j'aime beaucoup dire, c'est que c'est quelque chose de très, entre guillemets, écolo. Finalement, au final, c'est des fichiers MP3 qui sont diffusés de manière classique, mais ils ont été enregistrés de manière pas classique. Une histoire qui est extrêmement travaillée avec des scénaristes. On travaille avec des scénaristes qui font du cinéma, du théâtre, des livres, etc. Qui est vraiment, on travaille énormément l'histoire, qu'est-ce qu'on veut raconter, quel personnage, quelle séquence, exactement comme on ferait pour un film de cinéma, que je fais par ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le visiteur n'a rien à faire. On n'est pas sur un écran à appuyer sur un bouton, etc. L'interaction, elle est purement émotionnelle et sensorielle, en fait. On se déplace au fur et à mesure du récit qui avance. À son rythme, on met aussi beaucoup de musique de répertoire. On a travaillé par exemple avec l'ensemble des talents lyriques à Vaux-le-Vicomte et avec Christophe Rousset. On ressort de là avec une sensation d'être parti ailleurs, tout en ayant visité ce lieu. Voilà. Je pourrais en parler pendant des heures. Merci de me couper. Voilà, désolé, c'est un peu abrupt, mais merci en tout cas, Laurence, pour ce préambule. On reviendra aussi sur la situation actuelle et la façon dont, en fait, finalement, cette immersion sonore peut contribuer à revisiter ou à redécouvrir un patrimoine local. Par rapport à ça, peut-être il y avait une question dans le chat sur qu'est-ce que le son binaural. Donc, je reviens très rapidement sous contrôle de Laurent sur cette notion. Le son binaural, donc c'est un son qui est spatialisé, donc qui est à 360, c'est-à-dire qu'il y a différentes sources de diffusion tout autour de vous, ce qui donne l'impression que finalement vous êtes complètement immergé dans une ambiance, dans un contexte sonore. Il y a du son simple, du son stéréo, et le binaural est vraiment un son qui vous entoure, comme le son qu'on écoute normalement, en fait. Ça reproduit le son naturel. Donc, c'est effectivement voilà, une technique tout à fait, complètement immersive. Alors, de l'immersion à la conversation, il n'y a qu'un pas. L'idée, c'est aussi de voir dans quelle mesure la mise en récit aussi peut passer par d'autres formats, notamment le dialogue. Et là, ça va me donner l'occasion d'introduire en fait l'intervention d'Élise Dumonteil qui travaille chez Ascomona, donc chatbot culturel, qui œuvre depuis quelques années à l'élaboration de tout un ensemble de solutions pour notamment être plus sur la discussion de l'information que réellement sa diffusion, on va dire, unilatérale. Exactement. Merci beaucoup Antoine et merci aux élèves de l'IESA d'avoir organisé ces rencontres qui nous permettent de partager ces expériences. C'est très bénéfique pour tout le monde. Et avant de vous présenter ce qu'on a mené avec le Musée des Augustins, j'aimerais que vous prêtiez un petit sondage et j'aimerais que tous les participants qui sont là et qui n'ont pas conversé depuis ce matin lèvent la main avec le petit bouton lever la main. Donc, ça veut dire que si depuis ce matin, vous n'avez envoyé aucun SMS, que vous n'avez répondu à aucun Messenger, que vous n'avez pas utilisé WhatsApp ou Slack ou Signal Telegram, levez la main. Alors, je ne sais pas, Antoine, si tu peux… Donc, pour l'instant, nous avons 16 participants qui ont levé la main. 16 participants sur 100 et quelques, c'est bien ça?
Sur 152, donc là, on est à 22 participants. D'accord. Donc, on voit que la majorité ont quand même, sont dans cet échange, sont dans cette conversation. Donc, merci de vous être prêté à ce petit jeu. Pour vous donner quelques chiffres, dans le monde à l'heure actuelle, chaque mois, il y a 20 milliards de messages qui sont échangés sur Messenger. Et en une minute, 42 millions de messages sur WhatsApp. Et pour la France, sur une année, on a 180 milliards de SMS. Donc, vraiment, le dialogue numérique, c'est ancré dans nos usages, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Et c'est le cœur de métier, notre cœur de métier chez AskMona, c'est de créer ces conversations, de créer une conversation entre les institutions culturelles et le public pour permettre de rendre la culture accessible au plus grand nombre et intelligible au plus grand nombre dans leurs usages même quotidiens. Alors, comment on procède? Je ne sais pas, Antoine, du tout, si tu peux me... Voilà, parfait. Merci beaucoup. Comment on procède? D'abord, c'est une conversation entre AskMona et l'institution culturelle pour bien comprendre les enjeux et bâtir un projet qui ait du sens, parce qu'on est vraiment là-dedans. On est de créer ce dialogue fluide entre une institution culturelle et son public, de permettre à l'institution culturelle d'être incarnée jusque dans un dialogue très personnel avec chacun. Pour le musée des Augustins, ce dialogue a commencé en novembre 2019. Et donc, évidemment, confinement et autres urgences à gérer. On a mis une petite année pour bien identifier quels étaient les enjeux principaux de notre projet. Il y en avait plusieurs. D'abord, le musée fermait. Alors, au-delà du confinement, il fermait aussi pour travaux, pour plusieurs années de travaux. Donc, un gros investissement de la part de musée dans la rénovation et notamment avec une entrée accessible et qui permette aux fauteuils roulants d'accéder au musée. Ghislaine Gémin du musée m'a confié qu'il faudrait imaginer un dispositif à la fois léger, chaleureux, ludique, mais qui ait du fond et qui puisse mettre en valeur la richesse des contenus. Donc, c'était vraiment ce double enjeu et ce qu'on a, j'espère, réussi à faire ensemble. Un autre enjeu important, c'était aussi d'accompagner les Toulousains dans ce changement, dans le changement d'un musée qui leur est cher et qu'ils puissent bien comprendre les travaux menés à l'intérieur du musée et les bénéfices de ces travaux. On avait également un enjeu de transition, puisque une transition entre anciens sites et nouveaux sites. Donc, le chatbot permettait de créer ce lien dans la durée et de permettre aux internautes d'avoir un repère dans le temps. Un projet comme ça, c'est donc une conversation entre l'institution et AskMona pour comprendre les enjeux, mais c'est également une conversation qui s'instaure au sein de l'institution. Grâce à ce projet, comme certainement d'autres, mais en tout cas, ce projet a permis de fédérer en interne et de permettre une discussion entre les différentes directions du musée. Ils ont constitué une équipe projet entre plusieurs directions, composée de 4 personnes, la chargée de communication, 2 médiatrices et une conservatrice. Et donc, ça a permis ce dialogue et d'aller tous dans le même sens qui était ce projet de chatbot. Je ne sais pas si tu peux changer. Alors, revenir à la diapo précédente, s'il te plaît, c'est parfait. Et donc, ce projet, c'est évidemment un dialogue entre l'institution et ses publics. Et donc, elle prend la forme ici de 2 parcours de médiation, donc à consommer sans aucune modération, 100% à distance, et complété par un petit scénario sur les travaux. Je vous parlais de cet enjeu important pour le musée des Augustins à ce moment de la vie du musée. Donc 2 parcours, un premier qui est vraiment centré sur les collections. Si vous pouvez partager le lien, enfin les 2 liens, que ce soit le chatbot en pleine page ou que ce soit le chatbot que vous retrouvez sur le musée des Augustins en bas à droite en cliquant sur la bulle, vous allez pouvoir expérimenter, j'espère après, ces expériences, et donc une qui est plus orientée, centrée sur les collections et qui s'appelle Animaux et compagnie, qui, comme son nom l'indique, est dédiée aux familles, et un parcours un peu plus qui fait écho à l'actualité du musée, le musée dans le temps, et qui permet aux internautes, aux utilisateurs de rentrer dans le musée de façon numérique évidemment,
par les différentes portes et donc de comprendre un peu les grandes évolutions du musée. Ce dialogue, il est facilité aussi par la présence de Dame Toloz, qui est une figure emblématique de la ville de Toulouse, qui est l'avatar du chatbot et qui représente une allégorie de la ville. Et ça a permis aussi ce projet de faire savoir aux Toulousains qui ne le savaient pas, et il y en avait de nombreux, que la version originale de Dame Toloz était conservée au musée. Et enfin, c'est une conversation aussi avec la presse, puisque, et là c'est la dernière diapo, puisqu'il s'agit de donner encore un écho supplémentaire. Vous avez on vous a fait quelques captures d'écran de petits articles de presse, mais vous pouvez aussi trouver sur mon LinkedIn un article qu'on a trouvé récemment du magazine Baudu, qui est un magazine toulousain et qui classe Dame Toloz parmi les 15 femmes importantes de Toulouse. Et donc, ce regard et cet écho de cette prise de parole qui permet de donner une ampleur grâce à la presse qui a accueilli le chatbot et Dame Toloz avec beaucoup d'enthousiasme. Merci Élise. Donc effectivement, l'idée c'était aussi de montrer d'autres formes de médiation, notamment liées plus à du contenu conversationnel. On le verra après, il y a tout un ensemble d'enjeux avec la réouverture des lieux culturels. On verra quelles peuvent être les extensions en fait, qui peuvent être permises par ce type de solution. Ce que je vous propose en fait, c'est de passer finalement après l'immersion, après la conversation, de passer aussi à la ludification, pour le dire en français, ou à la gamification, c'est-à-dire en fait comment le jeu peut permettre aussi de redécouvrir un lieu, donc avec toute une scénarisation qui va permettre de vraiment rentrer dans un scénario et de pouvoir découvrir plus activement ce lieu-là par le jeu. Donc Morgane Legeldron de la Monnaie de Paris va évoquer notamment l'escape game qu'ils ont monté autour de la Casa des Papel et donc nous présenter ces enjeux pour un projet à venir qui a été stoppé par le confinement mais qui va se développer très bientôt. Oui, merci Antoine. Donc oui, on peut assez légitimement se poser la question de que vient faire la Casa des Papel à la Monnaie de Paris. Donc c'est l'histoire d'une institution qui a plus de 11 siècles d'existence. Donc la Monnaie de Paris, doyenne des institutions françaises, 1150 ans d'histoire, des collections patrimoniales très très riches et un site patrimonial également très riche à découvrir en plein cœur du 6e arrondissement. On a ouvert nos espaces d'exposition d'art contemporain en 2014 et nos expositions ont connu beaucoup de succès. Et puis, nous avons ouvert un deuxième espace qui est le musée de la Monnaie de Paris en 2017. Il se trouve qu'au bout de 3 ans d'exploitation, donc on arrive, 2 ans d'exploitation plutôt, on arrive fin 2019, et on se rend compte en réalité qu'il y a assez peu de passerelles qui sont faites entre nos visiteurs du musée et nos visiteurs des expositions d'art contemporain. Et on s'est rendu compte également que le musée n'avait pas du tout une très bonne notoriété et qu'on nous identifiait assez mal. On se disait, le musée de la monnaie, ça va parler de quoi? Ça va parler de l'histoire de France à travers nos monnaies, pas très intéressant. Donc, les visiteurs ne se positionnaient pas forcément sur une visite chez nous. Et quand on a fait un sondage, on a fait une véritable étude des publics, plus précisément une étude de nos non-publics, et on s'est rendu compte que quand on disait, mais vous savez que dans le musée de la Monnaie de Paris, vous pouvez trouver comment sont fabriquées nos monnaies, nos médailles. Est-ce que vous savez qu'on a des vues sur les ateliers? Parce que la Monnaie de Paris, c'est aussi la dernière usine en fonctionnement dans Paris intramuros. Et nos visiteurs nous disaient, ah non, pas du tout, on ne savait pas. Mais est-ce que ça vous intéresserait si vous saviez qu'on pouvait venir visiter ce musée et puis voir des artisans en train de fabriquer de la monnaie? Ah bah oui, et puis là, on avait des intentions de visite qui étaient beaucoup plus importantes. Et donc, en pleine réflexion de comment on va pouvoir se repositionner et repositionner l'identité de la maison, on a été approché par nos partenaires qui sont TF1 et Fever pour lancer un jeu immersif, Casa des Papel.
Et là, on a un peu saisi l'opportunité, non pas pour créer une expérience un petit peu choc autour d'un jeu immersif, mais vraiment pour se dire qu'est-ce qu'on a à dire et pourquoi on va prendre la parole sur ce sujet-là. Donc, on a travaillé main dans la main avec nos partenaires pour monter le jeu. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série, Casa de Papel, c'est l'histoire d'un braquage de la monnaie espagnole. À l'époque où on a lancé les réflexions sur le jeu en 2019, Casa de Papel en était à sa 2e saison et c'était la série non anglophone la plus vue et regardée dans le monde. Et donc là, on s'est dit, bah, ça va parler à tout le monde. Enfin, cette histoire de braquage, nous, on est la monnaie. Donc, certes, la monnaie en France, mais on reste la monnaie. Et donc, faire un braquage de la monnaie à la monnaie, ça avait vraiment du sens. Donc, on a travaillé avec les équipes de Fever, de Netflix et de TF1 pour voilà, mettre en récit vraiment ce jeu immersif à la Monnaie de Paris. Donc là, le but, c'est pas forcément d'avoir un discours sur la Monnaie de Paris en elle-même. Quand vous allez participer à ce jeu immersif, il y a quand même très très peu d'éléments historiques liés à la Monnaie de Paris qui vont être présents dans ce jeu. Mais l'idée, c'était vraiment de se repositionner en tant que monnaie. C'est-à-dire qu'à la Monnaie de Paris, on vient voir de la monnaie. Et pas que des pièces historiques, etc. Mais on est dans un lieu de vie, dans un lieu de fabrication. Et à la Monnaie de Paris, en plein 6e, on continue à produire de la monnaie. Et donc, c'est ça qu'on voulait aussi raconter à travers l'histoire de ce braquage. C'est qu'à la monnaie, bah, voilà, en fait, on fabrique de la monnaie et on en voit. Parce que c'est vrai qu'à travers nos expositions d'art contemporain qui étaient très belles et qui ont connu un vif succès, nos visiteurs n'avaient pas forcément conscience de là où ils se trouvaient. Surtout que notre site parisien fait plus d'1 hectare, donc en plein 6e arrondissement, et ce n'était pas forcément évident de comprendre que voilà, dans nos salons historiques, qui sont vraiment des salons d'apparat, donc des salons 18e néoclassiques, on se trouve quand même dans une usine qui continue à fonctionner et qui continue à fabriquer de la monnaie. Le rapport n'était pas forcément direct. Et donc, avec le choix de cette expérience, on a voulu repositionner le curseur en disant, voilà, à la monnaie, il y a de la monnaie et venez braquer la monnaie. Donc voilà, l'expérience, c'est un jeu immersif autour du braquage de la monnaie de Paris. Merci Morgane. Et donc le lancement de cet escape game donc, est prévu à la réouverture de la monnaie, c'est ça? Tout à fait. Alors voilà, le jeu devait démarrer 2 semaines après le confinement, le premier confinement, et puis au mois de décembre. Et puis voilà, maintenant on attend voilà, d'être déconfiné pour pouvoir lancer le jeu, mais on est prêt en tout cas. Alors, il nous semblait intéressant justement aussi de croiser peut-être les expériences et de proposer d'autres formes finalement de jeux, parce qu'on évoque beaucoup les escape games. On vous a mis dans le chat notamment un article réalisé dans un blog qui s'appelle Exposcope, qui est extrêmement intéressant, porté par des étudiantes de l'école du Louvre, ou des anciennes étudiantes, je crois, de mémoire. Et donc, ce qui nous semblait intéressant, c'était de montrer finalement aussi la multiplicité des expériences qui peuvent être proposées. Et à ce sujet, il nous semblait intéressant d'évoquer avec Constance Castin, donc directrice de la médiation chez Love d'autres formes d'escape game, notamment qui mettent à contribution plus le numérique. C'est à vous. Merci Antoine. Alors normalement, vous m'entendez? Oui. Ouais, tout va bien. Ok, très bien. Alors, du coup, je vais vous présenter donc, le donjon de Rouen, qui a été initié par la métropole Rouen-Normandie et réalisé donc, par Novelab. Donc, Novelab, on est un studio de création d'expériences immersives et interactives, et on développe donc, ces expériences dans le secteur des musées, dans le secteur culturel, mais aussi dans le secteur du luxe, dans le secteur de l'industrie et le secteur de l'audiovisuel. Donc, on réalise des expériences interactives et immersives. Donc, on utilise la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le machine learning, les nouvelles technologies au service d'un message, d'une histoire et au service de la culture. Donc, on a réalisé cet escape game, cet hyper escape game au donjon de Rouen, avec donc nous, Novelab, en tant qu'experts de la réalité virtuelle, et Eludis, qui est une entreprise sur la conception donc d'escape game. Au départ, donc, le donjon de Rouen appartenait au département de la Seine-Maritime et il proposait un format de visite classique. En 2017, c'est la Régie des équipements culturels qui a pris en charge ce lieu
et qui a décidé, après donc, 2 constats. Le premier constat, c'est la capacité d'accueil du lieu. Donc le donjon de Rouen peut accueillir à peu près 19 personnes au sein donc de ce lieu, donc c'est très peu. Il y avait un deuxième constat, c'était le bâtiment, le bâti. C'est une tour de 30 mètres de haut sur 4 étages, donc un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage et les combles. Et il n'y a qu'une entrée dans cette tour, seul lieu qui reste donc, du château de Rouen. Et donc la difficulté de créer des infrastructures autour ou de créer une sortie, car le lieu est un monument classé monument historique. Donc, donc, ils ont réalisé ces 2 constats, donc la capacité d'accueil et donc le bâti. Et donc, ils ont souhaité proposer une nouvelle offre grand public et faire revivre ce lieu au niveau culturel et patrimonial. Ils ont donc décidé en janvier 2017 de créer donc une nouvelle offre grand public et ils ont décidé de réfléchir à une nouvelle formule et ils ont choisi l'escape game. Un escape game plutôt classique au départ, hein, avec des énigmes à élucider, une quête à découvrir. Donc, un escape game plutôt classique qui a duré pendant 2 saisons jusqu'en 2019. Et puis, ils ont décidé d'aller plus loin et donc de rajouter à ce récit la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, elle offre aujourd'hui de multiples possibilités, presque infinies, si je puis dire, parce qu'elle permet, si on souhaite raconter une histoire, elle va permettre de susciter l'émerveillement, l'émotion et le plaisir. Et la réalité virtuelle, elle permet d'atteindre un très haut niveau de réalisme, donc proche de la réalité. Vous pouvez le voir sur les images ici, des reconstitutions en fait de la tour du donjon de Rouen. Donc c'est les visiteurs qui peuvent mettre le casque donc de réalité virtuelle et se retrouver dans le donjon de Rouen, à la fois en physique, hein, parce que lorsqu'ils vont vivre l'aventure, ils sont donc dans cette tour donc cette tour du donjon de Rouen. Donc, ils sont à la fois dans l'espace in situ et à la fois, ils peuvent, à un moment donné dans l'aventure, mettre ce casque de réalité virtuelle et se retrouver avec une reconstitution de l'espace historique. Donc, à la fois entre réalité physique et réalité virtuelle. Donc, l'enjeu du donjon de Rouen, hein, des équipes, c'était de réaliser donc une narration, un récit, raconter une histoire. Hein. Donc, on se trouve en 1419, en pleine guerre de 100 ans, pendant le siège de la ville de Rouen par les Anglais. Et donc, dans cette tour, on va avoir des costumes d'époque, on va avoir des objets historiques, des vitrines, des maquettes, et on est vraiment dans le lieu qui a été assiégé donc, par les Anglais. Et donc, dans ce jeu, dans cette quête, donc dans cette histoire qui est racontée aux visiteurs et aux participants, ils peuvent, pendant l'expérience, à un moment donné, un coffre s'ouvre devant leurs yeux et puis ils ont des casques de réalité virtuelle. Et donc là, il y a un médiateur qui les aide à mettre ce casque et ils se retrouvent vraiment immergés dans le donjon, mais vraiment reconstitués. Ce qui est très intéressant dans cette proposition, c'est que, comme je disais, on oscille entre passé et présent, entre réalité physique et réalité virtuelle. Ce qui est intéressant également, c'est que cette expérience, elle peut être vécue à plusieurs. Aujourd'hui, donc, cette expérience, elle peut être vécue à 6 joueurs, 6 participants. Et que lorsque vous mettez le casque, vous n'êtes pas coupé du monde, mais vous pouvez voir les participants qui ont eux aussi ce casque et vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer et élaborer une stratégie. Il y a un petit passage qui est en image ici, on le voit sur l'image en haut à droite, on voit les Anglais donc, qui montent les échelles et qui sont en train d'attaquer le donjon de Rouen. Et les visiteurs ont la possibilité à un moment donné de prendre des arbalètes et de donc, défendre le donjon en tirant sur les Anglais. Donc cette expérience, elle est multijoueur, elle permet d'être à 6 personnes et surtout, ce sont des casques donc, qui sont autonomes. Donc il n'y a pas de fil et donc ils ont une grande mobilité. Voilà pour la petite histoire. Merci
beaucoup Constance. Donc effectivement une bonne présentation de l'expérience qui est proposée, enfin qui sera de nouveau proposée au Donjon de Rouen très, très prochainement. Ce qui semblait intéressant, c'était peut-être de conclure ce premier tour de table avec notamment aussi l'intervention de Jérôme Pied qui présentera aussi la façon dont la mise en récit peut venir irriguer aussi les territoires. Et donc on vous propose de prendre la parole tout de suite pour pouvoir évoquer un peu plus amplement le projet que vous avez fait notamment avec le Pays de Vendée. Merci Antoine. Donc bonjour à tous, vous m'entendez. Donc on va démarrer, tu peux mettre la première slide. Donc on l'a vu tout à l'heure avec les différentes interventions que la Casa del Papel et notamment, etc., que les publics actuels ils sont vraiment habitués et même accros aux séries Netflix parce qu'il y a une vraie qualité d'écriture, une vraie qualité de production. Et évidemment, toute proportion gardée, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins exigeants que ça pendant leur congé sur des territoires. L'intérêt en plus, c'est qu'in situ sur un territoire, en fait, ils vont dans un lieu de patrimoine ou dans un musée, ils vont pouvoir rentrer dans l'histoire, vraiment vivre l'histoire. Donc, sur le projet qu'on a réalisé, les Fontenotes, donc tout a commencé, nous, en 2019, donc avec cette demande du Pays de Fontenay-Vendée, donc il y a une communauté de communes qui a une vingtaine de communes en Sud-Vendée, avec des petites cités de caractère comme Fontenay ou Vouvant, un patrimoine naturel qui est très important aussi. Et ils voulaient créer une offre touristique innovante, vraiment pour le grand public, un public familial, qui valorise le patrimoine matériel et immatériel de ce territoire-là, avec une approche qui soit vraiment narrative et vraiment décalée. Donc on a commencé avec un audit sensible du territoire et on a vraiment rapidement décidé de mettre en scène, comme dans une série télé, les personnages du territoire, avec un premier concept qu'on a voulu très ludique et très narratif, qui est celui du carnet vivant. Donc le pitch, c'est qu'un historien est en train de réaliser l'inventaire de tous les personnages du territoire dans un grand carnet. Et un soir d'orage, il est dans la forêt, il se protège, et il y a la foudre qui frappe. L'historien est sain et sauf, mais il y a un phénomène vraiment très étrange qui s'est emparé du carnet, c'est-à-dire que tous les personnages qui étaient recensés dedans s'en échappent, ils sont plus ou moins matérialisés, soit complètement, soit en partie. Et parfois, ils sont juste un son, juste une ombre ou juste une odeur. Donc, ces personnages qui sont issus du carnet, on les a appelés les Fontenotes, pour l'idée de voyage, etc. Et pour le public, vraiment, ils deviennent comme des guides, pas comme les autres, des voyageurs temporels qui proposent du coup des parcours immersifs avec des formes très variées. Alors, si tu peux passer à la slide 2, merci. Donc, comme dans une série télé, en fait, moi je viens aussi plutôt de la production cinéma audiovisuelle. En fait, avec le Crabe Fantôme, on a produit une bible narrative qui est vraiment un document de référence qui détaille le concept du carnet vivant, le projet de déploiement de la narration, et puis avec un mood board, avec des influences qui étaient très orientées pop culture, BD, jeux, séries, etc. Et on souhaitait vraiment jouer avec les clichés autour des personnages, donc à l'image de ce que vous voyez à l'image de la fée Mélusine, qui donc vient du Moyen-Âge, et affublée d'une queue de serpent tous les samedis avec une malédiction, et qui, à notre époque, trouve un poste d'égérie du territoire et d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc, elle s'habitue très vite à notre époque. Et vraiment, on avait ce premier pitch, la première question qu'on s'est posée, c'est que ferait Mélusine, donc qui est une des premières figures féministes de l'histoire, à l'ère de MeToo. Donc, on a vraiment déployé le dispositif autour de ça, avec un ton donc, qui est très moderne, et où on voulait vraiment que tous les personnages donc, qui sont soit réels, soit imaginaires, historiques ou actuels, soient vraiment sur un pied d'égalité. Parce qu'on imagine aussi vraiment le projet autant pour les habitants que pour les touristes. Donc, c'est très important ce type de projet-là soit ancré localement et porté par le plus grand nombre de personnes pour pouvoir fonctionner. Alors, si tu peux passer la slide 3. Donc, ensuite, la narration, elle est transmédia. Donc, c'est-à-dire que chaque dispositif qu'on va déployer, qu'il soit pérenne, événementiel, numérique, est une porte d'entrée possible dans le projet. Donc, comme un épisode de la série télé ou un épisode de l'univers narratif global, avec la particularité qu'on n'est évidemment pas obligé de commencer d'avoir un ordre précis contraignant, mais qu'on peut rentrer dans le projet par toutes ces différentes entrées. Et c'est très important vraiment de trouver cet équilibre entre les différents types de propositions, donc
du pérenne, de l'événementiel et du numérique, et coupler ça avec une communication et une médiation qui sont entre fiction et réalité. Donc, ça permet vraiment d'avoir tous les leviers possibles pour la réussite du projet. Donc, au Crap Fantôme, on se charge de la cohérence narrative et de la direction artistique globale du projet, hein, c'est-à-dire d'essayer de pousser tout ça le plus loin possible. On fait le lien entre tous les partenaires et intervenants du projet, dans le respect du planning et du budget, évidemment. Et donc, il y a un côté vraiment chef d'orchestre, ou si on revient aux séries télé, le terme de showrunner, qui est vraiment utilisé pour tout ça. Et la narration est feuilletonnante, donc elle évolue de saison en saison, avec Love Storystick s'enrichit dans le même temps, ce qui permet voilà, d'améliorer, de corriger certains points si besoin. Je n'ai plus le temps, Antoine, c'est ça. Et donc, effectivement, on va repasser sur c'était une bonne conclusion sur cette intervention. On va repasser peut-être aux questions un peu plus transverses qui vont permettre d'adresser plus spécifiquement l'objet de notre rencontre. Vous avez pu présenter chacun et chacune différents projets extrêmement stimulants en termes de mise en récit, que ce soit d'un point de vue territorial avec Jérôme, ou que ce soit en fait d'un point de vue plus ludique avec Constance et Morgane, ou d'un point de vue plus immersif ou conversationnel avec Élise et Laurence. L'idée, c'est désormais en fait de vous poser une question à tous et à toutes qui êtes experts de la mise en récit, si on peut dire. La réouverture des lieux prochaine, qu'est-ce qu'elle induit finalement dans cette mise en récit? Qu'est-ce que la mise en récit va apporter dans la réouverture des lieux? Est-ce que vous avez quelques idées par rapport à ça? Antoine, moi je veux bien que tu mettes ma vidéo. Oui. Moi je dirais de manière très prosaïque, déjà on a tous envie de retourner dans ces lieux quoi, la frustration qu'on a eue pendant 1 an nous montre la préciosité de ces lieux, et si elle nous a permis d'avancer sur il y a vraiment Alors Laurence, malheureusement, on a un petit problème de connexion a priori. Du coup, je me permets de rebondir, Antoine, peut-être sur ce que vient de dire Laurence, le temps qu'elle puisse se reconnecter. Ah, j'ai l'impression que… Vas-y. Non, mais du coup, ça a coupé quand tu parlais, donc vas-y, reprends. Non, je voulais juste terminer en disant ce qui est intéressant pour nous, les producteurs numériques. Avec Jérôme, on fait partie de PXN, que je vous invite à regarder, le site pxn.fr, qui rassemble un certain nombre de producteurs numériques. Novelab aussi, je crois, en fait partie. Oui. C'est que, ça, comme toute crise, ça a permis d'accélérer les choses en termes de comment faire des visites à distance, comment compléter une visite ça a obligé en fait tout le monde à réfléchir à ça. Et sans avoir encore trouvé la solution idéale, d'ailleurs il n'y a pas de solution idéale, il y a plein de possibilités, je pense que ça a été un accélérateur de réflexion qui est de ce point de vue-là assez formidable, si on peut remercier la crise de quelque chose. Donc un accélérateur pour Laurence. Est-ce que pour les autres, vous voyez la mise en récit comme finalement une solution parmi d'autres qui pourrait être proposée à des lieux culturels afin d'attirer des publics plus locaux ou de redécouvrir ces lieux-là? Ouais. Vas-y. Jérôme, vas-y. Vas-y. Pour rebondir sur ce que disait Laurent, ça nous a en effet permis de réfléchir, cette crise, et aussi peut-être de considérer le visiteur numérique comme un visiteur à part entière. C'est-à-dire qu'avant, on considérait, il me semble, beaucoup le visiteur numérique comme un futur visiteur in situ. Évidemment, Caroline Tigresse, ce matin, parlait de cette confrontation avec l'œuvre qu'on ne peut pas remplacer, et c'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, je pense que les dispositifs qu'on propose chez Escmona, en tout cas, ils prennent en considération ça, à savoir un visiteur qui est un visiteur à 100% et qui est numérique, un visiteur à 100% qui est in situ, et comment on crée cet échange, cette complémentarité, ce dialogue entre comment on crée une narration finalement
d'expérience utilisateur entre ce 100% numérique, ce 100% in situ, et comment on fait des ponts en considérant ces expériences comme des expériences à part entière qui se complètent et qui peuvent se vivre de manière autonome. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, voilà, vraiment pas séparer. Enfin, il ne faut pas forcément séparer les gens, mais que c'est vraiment deux expériences différentes et que ça peut être aussi qualitatif. Et on le voit sur les projets qu'on fait. Il y a vraiment les gens qui suivent les choses à distance, comme une série télé, pour le coup, différentes expériences, et les gens qui viennent vivre les choses sur place. Et il y a toujours cette inquiétude. Là, on a dit avec le Covid, donc les gens vont consommer que des choses en ligne et le cinéma, par exemple, c'est fini, les salles ne vont pas rouvrir, etc. Et on voit avec alors c'est un gros blockbuster, mais que le dernier King Kong cartonne en salle, même s'il il est disponible en même temps en numérique. Donc ça rebondit ce que tu disais, Élise. Il est disponible en même temps en numérique et en même temps en salle, et il marche très bien dans les deux cas de figure. Et on dit, faut arrêter d'opposer les deux, ou de dire que le numérique va forcément remplacer le in situ. En fait, les gens ont envie de se déplacer aussi, de vivre des expériences sur place, de vivre des expériences collectives, et que voilà, il faut proposer les deux justement aux gens avec des choses qui sont totalement adaptées. L'histoire, enfin, la narration permet ça, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, hein, ça remonte tellement loin. C'est le point commun. La narration est le propre de l'homme, donc on peut le raconter. Tout le monde peut raconter une histoire et tout le monde peut se faire raconter une histoire. Merci Jérôme, ça permet de faire une transition pour poser justement poser la question plus directement à Constance. Donc justement, parce que vous êtes plutôt sur des solutions, dispositifs de réalité virtuelle, donc avec une composante numérique forte, justement comment vous envisagez justement la réouverture des lieux et la mise à disposition de ces dispositifs-là dans ces lieux physiques? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs réponses à cela. Déjà, il y a comme l'a bien dit Anne-Hermine au début, il y a un continuum, c'est-à-dire qu'il y a un avant, pendant et après. Et je pense que cet équilibre entre du coup la réouverture des lieux et le digital va se faire à la fois avec une expérience avant la visite, une expérience pendant au contact des œuvres, et puis un après avec du coup peut-être une proposition sur le web ou sur application, voilà. Mais donc ça, c'est un continuum avant, pendant et après. Et je pense que cet équilibre, il va vraiment se trouver parce que on va avoir envie d'aller chercher de l'information sur le web, aller vivre une expérience avant notre visite dans le musée. Et puis, il va y avoir également, pour moi, la notion, en tout cas pour la réalité virtuelle, de casque avec toutes les notions d'hygiène et de conditions sanitaires qu'il va falloir mettre en place. Je pense au Donjon de Rouen qui a ouvert l'Hyper Escape Game en septembre 2019. Tout était complet de septembre à mars 2020. Et depuis la crise, ils ont dû stopper l'expérience, mais ils se sont préparés à la réouverture avec du coup des casques de désinfection. Dans tous les cas, il y a un médiateur sur place, donc il y a la possibilité de créer vraiment des conditions idéales pour accueillir ce genre d'expérience. Alors, je peux dire quelque chose, Antoine? Oui, il y a j'arrive pas bien à lire, Marielle, qui demande si la loisirification du patrimoine ne comprend-il pas un risque de privatisation du patrimoine public. Je ne sais pas si c'est la privatisation ou si… Enfin, sur la question de la loisirification, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, il est tout à fait explicite. Je pense que pendant longtemps, en France, on était figé sur des visites patrimoniales très histoire de l'art, et qu'aujourd'hui, c'est plus raccord avec le goût du public, avec les habitudes, et on ne peut pas être complètement à côté de la plaque. Ceci dit, moi, je ne parlerai pas de loisirification, excusez-moi, je dirais c'est réfléchir à des nouvelles écritures qui permettent de transmettre des connaissances, des émotions, une expérience, on va dire, au sens vraiment propre et sensoriel et émotif du terme, sans forcément tomber dans la simplification des propos, ni au contraire, je dirais, toutes ces nouvelles technologies nous permettent aussi d'aller plus loin que d'un simple discours de guide conférencière. Enfin, c'est autre chose, quoi. Et donc, c'est souvent quelque chose sur lequel on nous interpelle, sur la gamification. Moi, je pense que cette gamification ou cette loisirification, cette scénarisation, elle doit vraiment être mise au service
de quelque chose qui rend le propos plus intelligible, le lieu plus fort, etc. Et qui donne une envie d'acheter à la boutique tous les bouquins sur le musée de la Monnaie, le château de Vaux-le-Vicomte quand on sort, parce qu'on a ouvert l'appétit du public. Et je pense que c'est là notre rôle aussi, quoi. C'est d'ouvrir les sens à la curiosité. Alors, je rebondis justement sur cette intervention qui est effectivement intéressante. C'est finalement, on le voit, la plupart des expériences dans lesquelles vous vous ancrez, elles vont puiser dans les industries culturelles et créatives, le monde des séries, les jeux vidéo. Elles vont ouvrir en fait finalement tout un champ et ouvrir le patrimoine sur d'autres disciplines culturelles et créatives. Donc, qu'est-ce que ça... À votre avis, qu'est-ce que ça apporte quelles sont les nouvelles compétences éventuellement qu'il peut y avoir dans le domaine culturel et qu'il faut peut-être développer pour pouvoir accueillir au mieux ces expériences ludiques, ces expériences sensorielles, immersives, qui vont puiser dans le champ des industries culturelles et créatives? On va tous piquer au cinéma et aux livres, etc., les bons auteurs, parce que je pense qu'il y a des bons auteurs dans la vie et qui aiment raconter des histoires. Et je pense que le visuel aussi a énormément progressé, quoi. On travaille tous avec des illustrateurs. Jérôme, tu as montré des images formidables, etc., qui sont chez Novelab aussi. Vous faites un super boulot d'illustration de plus en plus sophistiquée et créative. Donc, on bénéficie de toute cette industrie. Voilà. D'ailleurs, c'est pas un hasard si maintenant, au CNC, les musées sont éligibles au fonds d'expérience numérique. Ça veut dire qu'on a vraiment des industries qui se rejoignent, quoi. Et la médiation doit être aujourd'hui aussi créative que l'industrie du cinéma ou de la télévision ou du livre. C'est pour ça que les nouveaux postes de producteurs comme on a chez PXN sont importants. C'est que, si tu prends l'industrie cinématographique, c'est très rodé, les gens sont habitués à travailler ensemble, etc. Toute la chaîne est... Alors que là, c'est des gens qui ne sont pas encore habitués à travailler ensemble. Quand on prend des musées, des territoires, des scénaristes, des illustrateurs, et qu'il faut justement des gens des producteurs, plutôt pour mettre les gens en lien et les faire travailler ensemble. Et créer des nouvelles formes de production, parce que c'est un peu nouveau, quoi. On ne peut pas juste prendre une des méthodes de production de séries télé et le claquer sur un musée. Ça ne fonctionne pas tout seul, quoi. Il y a des contraintes parce que c'est in situ, il y a des contraintes parce qu'il y a des visiteurs qui sont pas juste passifs devant un écran. Donc, il faut ça, et ça va créer, au fur et à mesure, ça va créer évidemment des nouveaux profils mixtes des gens qui vont travailler autant pour le cinéma que pour ça. Avant, il y avait que le cinéma qui était bien et les scénaristes de télé, c'était un peu pourri et on faisait que de la télé ou autre. Maintenant, ça devient très, très intéressant et très luxueux. Peut-être que ça va être la même chose sur les scénaristes de musée. Après, ça sera très glorieux aussi, quoi. Mais alors, du coup, une autre question qu'on pourrait être amené à se poser, c'est quel va être le rôle, du coup, dans le cadre d'une réouverture, des médiateurs humains dans ce Tout à fait. Moi, justement, je voulais rebondir dessus, Anne-Hermine, donc c'est parfait, sur le fait qu'aujourd'hui, nous, Novelab, on accompagne vraiment les musées à former, du coup, les médiateurs, mais également les agents de salle pour vraiment accompagner le public dans l'expérience. Et du coup, la médiation ne doit pas être, le médiateur ne doit pas être enlevé de l'équation, si je puis dire, mais ça doit vraiment être un travail à la fois entre le musée, les médiateurs, on parlait de réalisateurs, de producteurs, ça doit être vraiment un travail à plusieurs mains, en itération, pour vraiment construire une expérience qui soit vraiment proche du public et proche de l'œuvre. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'accompagnement et il faut garder cette visite avec un guide ou une médiation qui est vraiment importante, puisqu'on a toujours ce contact avec l'œuvre. L'outil numérique doit être un moyen, doit être un appui, un support, mais nous, en tout cas, on fait en sorte d'aider les musées à créer des expériences en lien avec les médiateurs, les services du public, les conservateurs et l'ensemble de l'écosystème. Jérôme, tu parlais tout à l'heure de chef d'orchestre. Je crois qu'on est vraiment chacun dans nos spécialités là pour mettre
à la fois différentes compétences et puis mobiliser aussi dans l'institution différentes compétences et créer du lien. Chez Asmona, c'est ce qu'on fait dans cette idée de conversation, c'est qu'on applique de la narration à différents médias, aussi bien à du texte qu'à du son, qu'à de l'image, et on crée du lien. En fait, on lie tout ça dans le fait, comme disait Laurence, de raconter une histoire. On est toujours dans cette forme de mise en récit. Et ça fait écho aussi à l'idée qu'on est plus sur des silos, mais qu'on est vraiment sur l'idée de prendre en compte l'expérience visiteur. Une de vos intervenantes ce matin, Antoine à Orsay, disait qu'elle avait été embauchée exprès pour ça. Et on considère maintenant vraiment cette expérience qu'on crée chacun avec les institutions culturelles comme un projet dans une globalité et dans une expérience globale qu'on propose aux visiteurs.